Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui est parti pour se coucher à 2h du mat'. Bonjour à tous et bonsoir si vous nous écoutez sur synapslive.com. Nous sortons d'un live et on a décidé de faire les fous et de continuer un enregistrement en pleine semaine. Je pense que notre journée de demain va être difficile et quand je parle de notre journée, je parle de la mienne mais aussi de celle de Tizak. Salut. Et de Thio. Heureusement, nous allons vous parler de plein de bandes dessinées pleines d'énergie et de patates. Ouais. Avec Gulli. Non, Gulli, arrêtez de dormir la nuit. Ouais. Avec un express, avec deux petites BD sur lesquelles nous allons revenir. Ouais. Nos chroniques concerneront enfin le Black Sat tome 5, le tome 2 de New York, le Légende de la Garde tome 3, le D tome 3. Notre carte blanche sera une surprise, car à l'heure où nous enregistrons, nous ignorons encore qui va intervenir. Mystère. Notre splash page sera consacrée à Lock and Key. Et comme vous pouvez le voir, ce programme, ce ne sont que des choses qui étaient un peu temps qu'on en parle. On a vraiment pris beaucoup de retard. Un petit online sur une BD fort sympathique, un peu de hors-sujet, et ce sera terminé. Bien, la patate, les gars. Ouais. Je vois que vous êtes à fond. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on va tout de suite attaquer l'Express. Hein. Ouais, vous êtes d'accord ? Parti. Vas-y, envoie. Express. Et donc, Tonichu, tome 8. C'est bien ça ? Je me trompe pas ? Oui, tu te trompes pas. Tonichu, tome 8. Bien. Donc, tome 8 intitulé, Recettes de famille. Bon, comme d'hab, il y a encore des trucs qui vont se faire goûter, des trucs qui vont se faire manger. Régalez-vous. Alors, ça va te permettre de savoir qu'est-ce que tu as mangé hier soir, comment est-ce que tu vas mourir, quelle est ta taille de son slip. Grosso modo, c'est donne-moi ton petit doigt, je te dirai ce que tu as mangé hier soir. Hein ? Ça résume bien. Ouais. Ça peut être, donne-moi ton petit doigt, je te dirai ce que t'as mangé hier soir, je te dirai ce que t'as mangé hier, et je te donnerai ton avenir. Ouais. Tout ça sans marre de café. Et la taille de ton slip aussi. Bon, en gros, on suit toujours les aventures de Tonichu qui sait ce que s'est passé quand il mange un truc. Alors voilà, dans l'idée c'est ça. Donc, alors, on va revenir quand même un tout petit peu en arrière. Anthony et Antonelle sont jumeaux. Tony a été assassiné, donc la jumelle a été assassinée, mais bien évidemment Tony, le jumeau, s'est promis de la venger. Pour l'aider dans cette tâche, de nombreux indices et de pistes vont lui être servis sur un plateau d'argent par Antonelle elle-même. Et oui, parce que bien qu'elle soit morte, sa jumelle de sœur vient quand même lui filer un petit coup de main en lisant, vous comprendrez comment. Cette famille nombreuse, assez hétéroclite, bénéficie pas mal d'atouts dans sa manche. Tony est cybopathe, c'est-à-dire qu'il voit dans le passé. Je vais dans sa bouche. D'accord, Mathieu. Que la famille a pas mal d'atouts dans sa bouche surtout, parce que c'est vraiment souvent par le goût, quoi. D'accord. Bon, on est dans l'Express là. Allez. Donc Tony cybopathe, il voit dans le passé. Tony, elle est cybo-voyante, elle voit dans l'avenir. Et donc à eux deux, tout est possible, forcément. Et puis pourquoi cette recette de famille, comme titre du 8e opus ? Pourquoi Savoy apparaît-il en couverture ? C'était le grand méchant. Le grand méchant. Bonne lecture, parce que je ne peux que vous le conseiller, ce tome 8. C'est que de la balle. Concernant le dessin, c'est toujours aussi péchu. Ça fonctionne toujours aussi bien. L'utilisation des couleurs pour décrire l'état d'esprit de chaque personnage marche très bien. C'est très efficace. Même chose en ce qui concerne les flashbacks, les flash-forward, parce que ça part dans tous les sens. C'est juste génial. Les codes sont maintenant bien en place, c'est réutilisé de tome en tome, on est bien dedans et Tonichu quand même devient vraiment un vrai méchant, quoi. Un badass. Mais en même temps ça lui pendait un peu au nez, quoi. Ouais, non mais il le fait bien. Il le fait bien, ça lui va bien. Ouais, il y a un truc qui grésille, je sais pas, mais c'est pas moi. Côté scénario, cette gaieté dans le traitement n'enlève rien à l'horreur des actions. Ça les replace simplement dans une ambiance un petit peu plus joviale et du coup plus facile à lire. Qu'on soit en train de parler de la mort d'un parent, qu'on soit en train de voir une personne en train d'en manger une autre, d'apercevoir des extraterrestres, si c'est possible, dans Tonichu tout est possible, qu'on soit en train de voir des comportements que la morale réprouve, ou bien simplement un petit plat cuisiné, eh bien tout l'univers est complètement tourné en dérision, c'est
totalement barré. Et puis voilà, personnellement en tout cas j'en redemande. Il y a toujours des rebondissements dans chaque tome. Celui-là ne fait pas exception à la règle. Et pour autant la trame générale avance. C'est pas que des espèces de pseudo one-shot avec des blagounettes par-ci par-là. Bref, c'est bon, mangez-en. Exactement. On voit quand même que tu as super bien préparé cet express comme une chronique. Quant à moi, j'ai préparé cet express comme rien du tout, mais je vais quand même vous parler de Master Keaton, tome 4 à 6. Et tu reviendras peut-être un peu sur le tome 7. Master Keaton nous permet toujours de suivre le même enquêteur qui bosse à la Lloyd, mais qui est aussi enseignant, qui a une fille d'un premier mariage. Voilà, une fille d'un premier mariage, qui traverse le monde, qui est un ancien du SAS. Bref, un mec qui fait des enquêtes dans des histoires en 1 ou 2 chapitres, ça dépend, et parfois il est pas dedans. Les tomes 4 à 6 sont dans la continuité des précédents, il n'y a pas grand chose à rajouter si vous avez déjà écouté nos précédentes chroniques. C'est toujours super sympa, il y a toujours des personnages, des personnalités super intéressantes. Quelques épisodes fort sympathiques qui m'ont plu, comme un épisode avec en lien avec le cinéma d'horreur. Des thématiques très variées, que ce soit militaires, culturelles, historiques. On va un peu dans le passé aussi de Keaton. Moi, je trouve ça toujours très très bien. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le set ? On fait aussi enquêter son père. Oui. Non, écoute, c'est vraiment une bonne série. C'est vrai qu'on en a parlé dans le numéro 100 où les avis étaient un peu mitigés, mais Matt nous disait que c'est justement parce que le scénario n'était pas fait que par Urasawa. Tu sens de la faiblesse dans la série petit à petit ou c'est toujours aussi... Écoute, moi je trouve ça très très plaisant à lire, surtout en plus ce qui est vraiment agréable, c'est que tu passes vraiment de... Toutes les histoires sont différentes et très différentes. Et petit à petit on a des petites pièces du pulse de la vie de Master Keaton. La trame générale du personnage avance quand même très lentement. Très lentement, mais en fait c'est pas essentiel, quoi. C'est un témoignage historique aussi, parce que par exemple là, la BD est de 89-90, donc par exemple il nous parle des conséquences de la chute du mur de Berlin, ce genre de choses. Franchement, voilà, c'est à suivre, c'est très sympa, c'est une série que l'on aime et que l'on ne peut que recommander. Et donc, dans nos chroniques, nous allons parler de Black Sad. Le tome 5 qui est sorti il y a... Wouh de c'est Gordido, ouais, c'est précis ça quand même. Ouais, mais parce qu'en fait maintenant dès qu'il y a un truc qui est sorti, ça fait ouh, c'était il y a longtemps, tu vois. C'est chez Dargo, c'est le tome 5. Tu sais quoi ? Tu sais ce qui est rassurant ? C'est qu'on l'attendait depuis encore plus longtemps. C'est pas faux. Mais en même temps, à la fin de... On l'attendait depuis wouh et depuis wouh au carré. Et à la fin du tome 5, et vous savez quoi ? Il y a marqué apparaître tome 6. Ouais. On sera à la retraite, on aura le temps de le lire, c'est cool. Alors, quelle est donc l'histoire ? Eh bien, Black Sad a fini notre dernier bouquin qui était à la Nouvelle-Orléans. Il est pas au top, il est un petit peu fatigué, il en a un petit peu ras les bottes, ras les baskets. Il aimerait bien se payer un petit peu des vacances, il a pas une thune. Son copain, là, le petit journaliste, j'ai plus le nom en tête. Ah oui, l'espèce de fouine là, je sais pas quoi. Ouais, j'ai plus un truc en i à la fin. C'est ça. Johnny. Du coup, lui, il part en vacances. Enfin, il part en vacances, il va taffer. Et c'est ça. Lui, il rentre pour bosser. Et du coup, John Black Sad, lui, il va essayer de partir pour aller voir sa sœur. Partir au départ. Puis au final, il va se retrouver dans une sorte d'embréglio où il va devoir convoyer une caisse à un autre endroit parce qu'il s'est montré super honnête. Et on va retrouver des personnages qui ressemblent un petit peu à ce qu'on avait croisé dans Âme Rouge. Des mecs un petit peu de Kerouac, quoi, des mecs de sur la route. Des beatniks. Des beatniks, ouais, merci le mot, voilà, c'est ça. Et du coup, qui sont dans un trip de beatnik, vas-y. Qui sont dans un trip de production artistique totale. Voilà, on fait son œuvre et ensuite l'œuvre n'existe plus, on ne doit pas en faire de l'argent dessus. Et bon, ça va entraîner pour notre personnage principal, Chad, des grosses difficultés parce qu'il va être obligé de s'imposer vis-à-vis d'un ami à lui qui le traite comme une sous-merde. Et qui est bien plus radical que lui dans cette pensée. Bien trop radical dans cette pensée. C'est ça. Et du coup, Black Sad va se retrouver dans cette sorte
road trip, de fuite avec en plus la police qui recherche la voiture, enfin bon. Ouais, parce qu'on retrouve les agents du FBI qui ne peuvent pas blairer. Oui, qui ne peuvent pas blairer depuis L'Âme Rouge aussi d'ailleurs. Et non, voilà, c'est assez sympa, c'est efficace, c'est absolument magnifique, mais j'ai été un petit peu déçu. Parce que... Trop d'attentes ? Peut-être pas trop d'attentes, mais le tome 4 m'avait laissé à Nouvelle-Orléans où je m'étais régalé pour l'ambiance. Tout ce qu'ils avaient réussi à retranscrire. Là, l'ambiance est aussi présente, mais l'histoire elle l'a pas envoyé du petit bois, quoi. Moi, à la fin du 4, je sentais qu'il y avait une sorte de mise en place de fil rouge qui arrivait, et là, je retrouve pas du tout. Donc, je suis un peu déçu sur ce point de vue-là. Après, je trouve que faire un road trip pour parler des beatniks, de sur la route, de ces trips d'auteurs, etc., c'est bien trouvé. C'est un bon portrait de l'époque, je trouve. Mais c'est vrai que j'ai moins accroché. Tu perds ce côté polar noir que j'aimais bien dans Black Sad, en fait. C'est ça. Et puis, ce qui est décevant, c'est que finalement, le début du bouquin met en place plein d'éléments de scénario. On va se dire waouh, il y a ça. Et en fait, la résolution de chacune de ces petites intrigues se fait extrêmement rapidement et de façon extrêmement décevante, sans surprise, sans rebondissement particulier. Enfin, voilà, la résolution est très convenue dans tous les cas, alors que la mise en place pouvait présager de très bonnes choses dans le scénario. Alors après, ça n'atténue pas, on va dire, le talent de dessinateur de Garnido qui nous fait des trucs de absolument... Le cirque avec les animaux, j'ai trouvé que c'était... Une quantité de détails. Splendide, des détails dans tous les sens sous le chapiteau. Et puis même, les dessins restent dynamiques. Chapiteau, quoi. Chapiteau. Voilà. Je me suis dit, ils ont pas réagi, c'est énorme. Surtout pour un chapiteau. Et donc, non, vraiment, c'est absolument splendide, mais dommage pour le scénar. J'attendais un peu plus. C'est ça, il manque un événement majeur, il manque à un moment donné la sensation d'être sur un point culminant, sur un climax dans le scénario, et on l'a pas. Ça se fait un petit peu... tel machin se résout, tel machin se résout, tel machin se résout, et puis voilà. Et puis, comme tu disais, j'aimerais bien en fait qu'on arrive vraiment à un moment de l'histoire de Black Sad où on parle de lui, quoi. Oui, ou soit pas qu'un témoin au milieu des autres. C'est ça. Là, je pense que maintenant, ça y est, on a fait plusieurs one-shots, on commence à bien connaître. Ok, on veut le connaître, quoi. Envoyez de l'info, les gars. Faites-nous. On a vu sa sœur. On a vu sa sœur. On lui a parlé il parle de son père 2 secondes. Ouais. Et il dit que il veut pas prendre l'avion parce qu'il préfère rester sur Terre parce qu'il a un mauvais souvenir de l'Europe. Mais justement, envoie des infos, quoi. Fais des trucs. Et là, c'est un peu léger. Dommage. Allez. C'est pour qui ? Pour les fans de Black Sad, parce que l'air de rien, ça reste quand même une très jolie bande dessinée. Scénaristiquement parlant, c'est un peu léger pour celui-là, quoi. C'est pour les fans, quoi. Ouais, pour ceux qui aiment les histoires d'évasion et les road trips. Et les belles caisses, parce que franchement, quand même, dans Black Sad, les caisses sont jolies. Des vieilles caisses années 50-60. 50-60, c'est très joli. Nous partons maintenant sur New York. Tome 2. Donc après avoir mis la main sur le chapelet du vieux dans le premier tome, dont il s'est approprié les connaissances en mangeant sa cervelle, c'est quand même leur petit trip dans cette BD remettons un peu post-apocalyptique. Le contexte du tome 1. On est dans un univers post-apocalyptique avec des extraterrestres et des hommes de Cro-Magnon. En gros, l'humanité a ressombré dans l'âge de pierre, quoi. C'est ça. Et on suit un enfant qui est un enfant noir, qui donc n'est mal vu dans cette tribu où ils sont pas noirs, et qui est un peu un paria, mais qui, en plus, il est chauve. En suivant le vieux sage, mange son cerveau et commence à acquérir ses connaissances. Et on se rend compte qu'il y a des expériences extraterrestres qui ont été faites par les gens du passé qui... Enfin, je sais pas si c'est des extraterrestres ou des mutants ou je sais pas quoi. Oui, c'est un truc qui est pas tout à fait naturel. Et on continue à suivre l'ascension de ce gamin pour atteindre New York. New York, c'est ça. Sachant que voilà, il pense avoir découvert l'une des cités des dieux. Lorsqu'il a accompagné le vieux, et pendant cette épopée où le vieux décède et où il mange sa cervelle, il récupère également le bâton des dieux, qui est ni plus ni moins qu'une espèce de fusil laser, voilà. Du coup, cet enfant noir qui avait été banni de son village tente maintenant d'y retourner, mais pendant qu'il était absent, le village a été rasé. La tribu, emmenée par Toz, a trouvé refuge au bord de mer. C'est là que justement il voit sortir des eaux ces espèces de créatures
mi-méduse, mi-méduse, mi-poulpe. Mi-poulpe, mi-extraterrestre, on sait pas trop très bien. Il y a des espèces d'hallucinations. Des mépoulpes. Oui. Mépoulpes. Méapulpa. Des moulpes. J'ai trouvé qu'il y avait une petite ressemblance avec les créatures de Hotville House dans. Oui, effectivement. Tout à fait. Mais en version plus. Ce qui plus est pas psychédélique. Ce qui est pas totalement innocent, vu que Olivier Vatine, donc l'auteur, était, je sais pas s'il est toujours directeur de la collection série B. Donc, les rapprochements, les liens. Ah. Donc voilà, bref, ces poulpes mutants sortent des eaux, s'en prennent aux membres de la tribu, les tuent, les enlèvent, machin. Quelques survivants qui étaient ligotés pensent finir simplement leur vie comme ça, réserve de nourriture pour ces poulpes. Et puis, tadam, l'enfant noir arrive, les libère, il est armé de son bâton, il chevauche un ours. Et oui, car il s'est fait un copain l'ours. Et maintenant, c'est lui qui va un petit peu mener la tribu, ou en tout cas ceux qu'il reste, vers les ruines d'une grande ville. Cette grande ville s'appelle New York. Eh oui. On fait bien les gens qui suivent. C'est bien. Bon, on va parler un petit peu du dessin. Comme dans le premier tome, moi j'ai trouvé ça très joli, très léché. Sans surcharge au niveau du décor, on est bien dans cette espèce d'ambiance un petit peu vide, désertique du post-apo. Beaucoup de soins apportés au travail sur les noirs, et je parle pas du personnage. Ça apporte beaucoup de puissance, beaucoup de relief à cet univers qui est forcément apocalyptique, mais voilà, on sent de la désolation, on sent de la tristesse, et en même temps ce garçon qui est lui en quête et qui malgré son jeune âge essaye de mener les siens vers du mieux. Ouais, mais il est en quête, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment où il va quand même. C'est un peu du. Il sait pas où il va, il suit ses visions. Et ces visions, elles lui viennent justement de ses contacts avec les poulpes, avec les technologies machin. Mais il y a quand même un truc en plus. Finalement, il n'y a pas que simplement il trouve des objets technologiques du passé, futur, machin. Il y a aussi une petite part de surréalisme là-dedans. Côté scénario, justement, l'histoire se poursuit gentiment. Ça montre principalement l'évolution du petit garçon qui prend de plus en plus confiance en lui. C'est un univers qui est assez aride, assez cruel. Il essaye au mieux de se l'approprier et de faire en sorte que sa tribu survive du mieux possible. Avec des erreurs qu'il commet au passage et qui entraînent un petit peu tout le monde vers un gros coup de moins bien, on va dire ça comme ça. L'auteur là-dedans essaye de donner quand même des éléments un petit peu plus sérieux. Pollution, mort, mutation, disparition d'êtres vivants, expérience, etc. Qui sont les conséquences d'une activité humaine très évoluée, mais qui en même temps était très évoluée, ce qui veut dire qu'elle s'est quand même menée elle-même a priori à sa perte. Donc voilà, il y a un petit peu ce discours écolo quelque part qui traîne un petit peu quand même derrière. Voilà, donc le récit d'Olivier Vatine pour ça, qui s'appuie sur le roman de Stéphane Wool. À mon sens, voilà, aucun reproche à lui faire, c'est bien mené, c'est bien foutu, et c'est pour une adaptation où parfois on peut craindre des manques ou un problème d'adaptation. Là pour le coup je trouve qu'il fait un très joli travail. J'attends vivement la suite. Thio, ton opinion? Je crois que le coach a déjà quasiment tout dit. C'est assez précis. L'essentiel, c'est le collectif. Voilà, collectivement, je trouve que c'est un bon album, quoi. Oui, moi je trouve que ça reste toujours très sympa. Vatine est en pleine forme niveau graphique. Il est en pleine forme graphique. Il est en pleine forme graphique. Et des fois, il est un petit peu plus fatigué, mais il a musclé son jeu là récemment. On voit de nouveaux membres qui arrivent dans le scénario et qui apportent un petit plus, un renouveau dans l'écriture, des gens qui viennent d'ailleurs, ce que je trouve fort sympathique. J'aime bien dire fort sympathique, je trouve ça fort sympathique. Bref, oui, non, c'est une bonne BD. Moi, j'étais fan du roman. Je l'avais déjà dit qu'on avait chroniqué le tome 1. Et je
j'espère que ça va bien se conclure. C'est vraiment quelque chose de très bien. Oui. À recommander. New York, pour le moment, il y a 2 tomes. C'est pour qui au fait? C'est pour les fans de SF Écolo. Ouais, moi je l'ai proposé à mon gamin de 8 ans. Là. À Nicolas Hulot. Voilà. Donc c'est chez Ankama. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Et c'est du bon. Et c'est du bon. Et j'arrive pas à sortir mon truc qui va faire ça. Ouais. Voilà, c'était ça mon truc que je voulais sortir. Et là, tu vas nous parler de la Légende de la Garde, le tome 3. Légende de la Garde, tome 3. On l'attendait, ce tome 3 de Légende de la Garde. Légende de la Garde, hein. Aucun rapport. On l'attendait, ce tome 3 de Légende de la Garde de David Peterson chez Gallimard Jeunesse. Et qui sait qu'il aime les lapins? Et qui sait qu'il aime les petits lapins? Donc, Légende de la Garde est une bande dessinée qui nous raconte l'histoire de souris dans un monde médiéval, donc à hauteur de souris, pour qui les grands dangers vont être les serpents, les chouettes, etc. Qui sont en fait, et d'un ordre particulier, qui est la garde, les gardiens, qui donc sont chargés de transmettre les informations entre les différentes cités et de protéger la population autant que possible pour, par exemple, ramener du blé d'un endroit à l'autre. Les 2 précédents tomes étaient axés sur des saisons, donc... c'est dur. C'était l'automne, l'hiver, et là, c'est le printemps qui t'est arrivé. Là, c'est pas vraiment le printemps, parce que c'est un peu un hors-série, celui-là. Il y a plus de temps. C'est la hache noire. La hache noire. Mais il te parle un peu du printemps, parce qu'ils sont en train de faire un petit peu le ménage, ils remettent tout en route. Mais je me demande s'il va y avoir un printemps en tome d'arrière. Parce que celui-là est vraiment construit comme un flashback. Donc on suit une des souris dont j'ai oublié le nom qui a trouvé la hache noire. En VO, c'est... qui a trouvé la hache noire, qui est l'emblème d'un héros des gardiens. C'est une arme mythique. Et il va entendre l'histoire de ce héros. On apprend donc comment Selanawe, c'est imprononçable, qui est un gardien, doit partir rechercher lui-même cette hache, qui est cet objet mythique. Donc c'était des années auparavant. Ça me revient. Ouais. Avec la fin, la what the fuck. Ouais. La fin qui te fait... Vas-y, fais une souris qui pleure, toi. Voilà, c'est ça. Ben, c'est ça. Ah oui, ça fait le même bruit quand je les chope sur la tapette. Et donc... Non. Qui fait la tapette? Monsieur est commissaire de police, s'il te plaît. Monsieur n'est pas une tapette. Et donc on va suivre un peu tout ce périple où il doit prendre la mer avec un vieil alcoolo, parce que c'est le seul qui veut le conduire là où il doit aller. Où il va rencontrer le peuple des furets, qui en gros n'aime pas vraiment les souris, mais qui est un peuple plein d'honneur. Ce qui était un point de vue assez intéressant de pas les présenter comme des purs méchants. Oui, mais parce qu'en fait, ils sont pas pareils que les furets du continent sur lequel les souris vivent. Oui. Effectivement. Parce qu'ils disent que justement, eux, ce sont des furets évolués, et que les autres sont devenus des barbares qui ont aucun respect de rien. Et de l'honneur. Bref, les souris se retrouvent un peu chez les furets, donc vous imaginez comme elles sont super à l'aise. Voilà, donc un des adversaires va être le renard. Comme d'hab, les grands moments vont être les confrontations contre des créatures beaucoup plus fortes qu'elles, qui sont les monstres, entre guillemets. Donc là, on a le renard. Le renard. Et franchement, encore des scènes magnifiques. Voilà, c'est vraiment une histoire un peu à part de Légende de la Garde, qui conserve le ton vraiment plaisant des précédentes, mais avec un côté plus mythologique. On le voit d'ailleurs sur tous les en-têtes de chapitres, qui ont un côté gravure celtique. Avec beaucoup d'enluminures, des faits vraiment à l'ancienne, des passages très textuels pour le coup, plus textuels je trouve que les tomes précédents. C'est le seul truc que je trouve un peu dommage, c'est que c'est parfois un petit peu verbeux et un petit peu pompeux. Mais il y a toujours ce dessin hallucinant de David Peterson, un travail de la narration en plus sur un format peu commun, c'est un format carré, mais qui est vraiment très bien foutu. Un format carré épais pour bien caler les armoires. Ouais. J'attends vraiment la suite. Je sais qu'il y a eu des hors-séries qui ont été dessinés par d'autres auteurs. Je sais pas s'ils vont les traduire un jour. Gallimard semble traîner sur cette série, mais Thio a dessiné la hache noire, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est pas la hache qui était le plus compliqué à dessiner dans ce qu'il a fait. C'est vrai, parce que la hache, il a fait un truc noir avec des piquants dessus. Et... oh là là, il va bouder. Donc, vous, qu'en avez-vous pensé de ce tome? Ben moi, je trouve qu'il va très bien dans ma bibliothèque, et pour l'instant, je l'ai pas encore ouvert. Parce qu'il l'a pas encore lu. La Légende de la Garde, écoute, c'est des bouquins qui sont quand même très épais, qui sont longs à lire,
Mais surtout ce tome-là, justement, ce que je disais, par rapport aux autres, où il y a beaucoup plus de place à l'action et à l'image. Ouais, mais là tu suis une épopée, quoi. C'est... Enfin non, moi j'ai pas trouvé que c'était... Enfin, j'ai pas trouvé ça long. Tu imagines, tu comprends pourquoi on n'enregistre jamais tard? Tu vois dans quel état il est? Ouais, c'est vrai. Il est déchaîné. Moi j'ai pas trouvé ça long. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait... il y a un vrai côté épique. Moi je sais pas, voilà, là je vais dire, putain, je fais des conneries à cette heure-ci, mais... Non, mais c'est ton kiff, ce genre de situation. Non, mais j'ai eu beaucoup d'empathie pour mes petites souris et chaque décès de souris, si tu veux, pour moi, c'est limite un vrai drame. Attends, il y a des souris qui meurent. Oui, il y a des souris qui meurent. Il y a des souris qui meurent, ouais, c'est pas salaud de tapette. C'est pas Mickey Mouse. Ouais. Et non, j'ai pas trouvé ça long. Je l'ai trouvé. J'attends impatiemment la suite parce que l'explication qu'on a là, je pense éclaire beaucoup de choses justement sur ce qui se passe chez les souris depuis deux tomes. Oui, il y a une chute qui est très bien trouvée, enfin un petit twist final sympathique qu'on peut un peu voir venir, mais qui fait comme moi, qui m'a fait une petite claque dans ma gueule quand même, le petit twist final. Twist, c'est tropé. C'est dur, c'est vraiment très très dur. Je crois que Thierry a envie de parler. C'est pour qui les gens de la garde? Pour Mickey Mouse. C'est pas pour Dr House parce que c'est... Pardon. Donc, je crois qu'on est en train de partir en vrille et qu'il est temps de passer... C'est pour qui? C'est pour tous ceux qui aiment les souris. Voilà. Non, et puis aussi les histoires épiques... Si vous avez les légendes des anneaux chez les souris... Ah non, on a un côté plus légendaire. Plus ouais, je pense qu'on a un vrai saga. Côté... Saga. Je dirais... Ok, Saga Africa. C'est bon, la suivante. Non, un côté vraiment... Alors tu disais saga, et je trouve que ça pourrait même faire un livre que tu lis, que tu vois, je me vois lire à mon fils dans quelques temps, quoi. Ouais, pas de suite parce qu'il y a des souris qui meurent quand même. Non, mais dans le sens, comme un livre mythologique, tu vois, vraiment, oui. Tu as les héros, tu as les méchants, tu as des moments où les personnages principaux, ils meurent parce que la quête, elle est dure, quoi. C'est pas facile de réussir une quête épique comme ça, et donc du coup, forcément, il y en a qui vont disparaître. Surtout qu'on a une petite souris. C'est ça. Enfin, je veux pas faire le chieur, mais une souris, qu'est-ce qu'elle a à foutre avec une hache de 10 km de long? Eh ben, quand elle te l'aura mis dans le 1, tu verras si t'en... Hein ouais, non, en plus, elle fait pas 10 cm de long, la hache, elle doit faire, à mon avis, à peu près la taille entre mon pouce et mon index. Hein. Mais c'est les haches qu'on trouve sur les bûches pour Noël. Ouais, mais elle est Pas mythique. 10 cm entre ton pouce et ton index, toi. Oui, mais... en même temps, pour lui, ça fait 50 cm, alors. Bon, ok. J'ai 12 et demi. On va passer à la suite. Putain, faut enchaîner là-dessus. Si tu voulais parler, parle. Ouais. Tu veux parler? Vas-y, on t'écoute. Alors, on va parler de D. Voilà, D, tome 3, monsieur... Donc la 4e lettre de l'alphabet. C'est ça, Monsieur Collard. Voilà le titre de ce 3e tome. De quoi nous parle cette série? Alors cette série nous parle grosso modo de vampires et de tueurs de vampires, et donc d'un petit groupe de personnes qu'on a retrouvé dans les 2 premiers tomes et qui ont été en quête pour tuer Richard Drake, surtout. Richard Drake, un explorateur. C'est ça. Alors lui c'est un peu le Alan Quatermain des vampires en fait. Hein. Oui, c'est ça, c'est bien résumé. Ah, ça c'est bien résumé, je pense. Donc dans ce dernier volume de la trilogie, on retrouve justement ces différents personnages. Richard Drake, sa belle Catherine. Ouais. Et Lord Forreston. Lord Forreston Forreston. Oui, d'accord. Forreston, qui est le méchant, qui lui aussi est un petit peu amoureux de Catherine. Oui, mais ça tombe vite. C'est ça tombe vite dans l'oubli cette histoire. On a la copine, l'amie suspicieuse de Catherine, qui s'intitule Betty. Betty, sa cousine en fait. La cousine Betty, c'est pas la cousine Berthe. Donc Mr. Jones, comme on a dit. Et puis également la sulfureuse Lady Dangerous, qui s'introduit dans la chambre de Catherine et qui essaye de la tuer. Ça c'était dans le tome 2, ça. C'est pas dans celui-là. Ben, je te dis, c'était dans le tome 2. Je te raconte ce qui s'était passé avant. En fait, je fais le pitch du tome 3, Mathieu. Previously, c'est ça. Donc, le point commun à tous ces personnages, eh bien, c'est qu'ils sont en quête d'un certain monsieur Collard, richissime industriel, mania de la presse,
Et donc ils veulent tous s'adresser à lui. Mais qui est ce monsieur Collard ? Qui sont ces chasseurs de vampires ? Qui sont les vampires dans cette histoire ? Comment distinguer le bien du mal ? Grosso modo, c'est un petit peu ce que nous propose ce troisième opus, où on a de la vengeance, du pouvoir, de mystérieux artefacts et des quêtes de vérité. On est dans des recettes assez traditionnelles de l'aventure. Voilà. Le dessin. Matt, oui. Toi qui dessines des souris, que penses-tu des vampires ? J'aime Majorana au dessin. J'aime beaucoup Majorana d'habitude. Oui, Bruno Majorana au dessin et Thierry Leprévost aux couleurs. Et en fait, d'habitude, sous-entend ce que tu veux dire. Ça sous-entend en fait que j'ai l'impression qu'il n'a pas apporté le même soin qu'il apporte d'habitude. D'habitude, il y a beaucoup de précision dans son dessin. Et là, j'ai trouvé que ça manquait de finesse, de détails. Je suis d'accord avec toi. Et d'habitude, tu vois, j'ai vraiment l'impression que tu vois, ces visages, ils ont un trait qui est très fin. C'est très marqué. Et là, j'ai l'impression en fait que le visage, il est plus simple que ce qu'il fait d'habitude. Serait-ce le début de la marque de son ras-le-bol, vu qu'il a décidé qu'il arrêtait de faire de la bande dessinée parce que ça rapportait pas assez d'argent et qu'on pouvait pas se nourrir avec. Moi, je ne vais pas tout à fait sur la même conclusion que Mathieu, d'après la même constatation, parce que moi, je trouve que justement, le trait est plus brutal. C'est plus... peut-être rapide, mais plus vif du coup. Et je trouve que ça apporte plus de violence. Et vu qu'on est en conclusion... et qu'on est sur la résolution des vengeances, la résolution des quêtes, j'ai trouvé les choses plus brutales, voilà. Mais adaptées au récit, donc. Et donc, du coup, très adaptées au récit. Donc, peut-être qu'effectivement, d'un certain point de vue, ça peut être un poil moins soigné que ce qu'on a pu voir auparavant. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelques cases qui sont trop simpliste. Bon, après, il faut dire que c'est une BD qui, en termes de narration, est très riche. On peut avoir presque une quinzaine de cases par planche. Oui. Oui. Et avec beaucoup moins de bulles. Non, mais Bon, après, je suis d'accord qu'il y a aussi quand même des planches où c'est joli, c'est beau. Mais bon, ouais, peut-être, voilà, je suis resté peut-être sur les quelques petites cases qui m'ont pas emballé, quoi. Bon, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes au milieu, mais moi, peut-être que je suis trop dur, je suis d'accord. Voilà. La couleur, traitement de couleur, moi je l'ai trouvé très très bien. Les visages, justement, moi j'ai trouvé que justement il y avait beaucoup d'émotions sur ces visages. On est généralement dans l'horreur et même sur les scènes où ils sont censés avoir un petit peu de retenue et de distinction, on sent. Enfin, je trouve qu'il arrive bien à faire passer les émotions là-dedans. La couleur, le traitement de la couleur, notamment sur les scènes finales, est très très bon. L'ambiance dans le Londres victorien, très bien rendue. On sent la crasse et à côté de ça, les milieux extrêmement bourgeois. Beaucoup de détails dans les décors, notamment d'architecture. Donc voilà. Pour moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Et puis, c'était un peu l'occasion de profiter un peu du dessin de Majorana, puisque visiblement, voilà. On ne pourra plus le voir que dans des trucs qui rapportent, genre la pub, j'imagine. Par contre, le scénario, qu'avez-vous pensé de la chute ? Parce qu'il y a une chute, une vraie chute. Il y a une vraie chute qui fait tadam, et ça fait plaisir. Voilà, c'est suffisamment rare, je trouve, pour que ce soit souligné. Disons que tu la sens venir, mais c'est suffisamment bien amené pour que ça reste plaisant. C'est ça, c'est exactement ça. Parce qu'il y a un point de vue qui va, il y a une petite phrase qui permet de comprendre la fin, etc. Et très vite, je me suis dit, ça, c'est pas gratuit, ça doit signifier quelque chose. Et même si j'avais un peu vu venir le truc, c'est resté très très plaisant sur le final, ça m'a pas déçu, alors que souvent quand tu te rapproches de deviner, ça te plombe un peu le final. Surtout en 3 tomes, a priori, il y a des choses qu'on peut vite voir venir, quoi. En théorie, il n'y a pas suffisamment de fausses pistes, et justement dans ce tome 3, moi je trouve qu'il y a beaucoup de fausses pistes. En tout cas, ça donne envie de relire toute la série pour voir tout ce qu'on n'avait pas vu en fait. Parce exactement. Je pense que c'était bien planqué. Moi je pense que c'est important de relire les 2 premiers tomes, justement pour profiter de la construction de l'ensemble de la trilogie. Il y a beaucoup d'éléments scénaristiques qui
viennent, on va dire, encombrer la trame générale. Mais du coup, la confusion apporte aussi à la confusion des personnages, parce que eux aussi vivent dans cette confusion et doivent essayer de démêler le vrai du faux dans tous ces éléments. Donc voilà, ça sert bien le mystère, ça sert bien le brouillard dans lequel les personnages évoluent. Et ben voilà, les révélations finales de ce tome qui sert d'épilogue, ça répondent à peu près à la totalité des questions qui étaient posées au fil des 2 premiers tomes, que ce soit sur les résolutions amoureuses ou sur les caractères des personnages. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un scénario qui est accompli, qui est abouti. Et avec bon triptyque, quoi. Voilà, un bon triptyque, et avec vraiment, comme tu disais, cet effet Tadam à la fin qui fonctionne bien. Voilà, comme je disais, moi je trouve ça assez rare pour que ce soit noté. Vas-y, fais ton jeu de Voilà, et puis l'effet Tadam, c'est le fondateur en fait de l'effet Tadam dans la bande dessinée. Et je n'ai pas d'état d'âme à faire l'effet Tadam. Bien, je pense qu'il est temps de partir sur notre sketch qui va être nul. Hein. Non, la carte blanche. Ah oui, c'est la carte blanche, c'est vrai. La carte blanche de... c'est la carte blanche de... Carte blanche à Azertov. Bonjour Azertov. Bonjour. Alors Azertov, tu es un de nos fidèles auditeurs et tu arrives enfin dans notre podcast. Oh, oui, après de multiples appels du pied pour faire une carte blanche, enfin ça y est, je suis là. Et c'est une carte blanche qui m'intéresse énormément car tu vas nous parler de Spirou, mais Spirou le magazine, et surtout de ton expérience de jeune lecteur car tu ne lis Spirou magazine que depuis 1 an, alors que moi je ne le lis plus depuis quelques années. Ouais. Qu'est-ce qui est donc devenu ce Spirou ? Du coup, je vais commencer par présenter un petit peu la jaquette, la maquette du magazine. Donc c'est un magazine, vraiment une revue kiosque de 50 pages. Donc ça a été créé le premier numéro a été édité le 21 avril 38. Mais bon, après je vais pas vous faire plus un cours sur l'historique, parce que du coup il y a la page Wikipédia qui est très très bien renseignée sur ça. Et puis il y a eu plein de littérature sur l'histoire de Spirou suite aux 75 ans du personnage. Oui, qui a eu lieu du coup l'an dernier. Voilà, parce que moi j'ai eu un des numéros avec vraiment les 75 ans dessus. Voilà. D'accord. Non, moi je vais plus faire un retour sur on va dire ma courte expérience d'à peu près 1 an sur le magazine. D'accord. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé en 1 an dans ce magazine ? Déjà, qu'est-ce qu'on retrouve un peu comme rubrique, comme chose à l'intérieur ? Du coup en fait la revue est vraiment bien identifiée visuellement. Parce que du coup c'est toujours la même chose. On va voir le titre en gros en haut Spirou, avec un petit dessin sur la droite, et après une pleine planche, une pleine page d'une couverture d'un dessin. Donc ça va être ce que moi j'ai appelé le fil rouge du magazine. Donc c'est souvent soit une nouveauté dans le magazine ou un éclairage sur une BD particulière. Après, on va retrouver des gags en une planche, donc les givrés, Agent 212, les psys, Tamara, etc., etc. Et après, sur 4 que tu as cités, j'en connais 3, donc ça va, ils ont pas trop changé. Oui, puis après, c'est des trucs qui reviennent régulièrement, mais il y a un nouveau strip qui s'appelle Dad. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Et ça, ça a été créé là justement dans l'année qui vient de s'écouler. Et donc l'histoire, c'est un père qui élève 4 filles de différents âges, avec différentes femmes. D'accord. Voilà, donc ça. C'est de la sitcom, quoi. C'est de la sitcom. Donc le père, il est acteur au chômage et il cherche en fait plein de petits boulots, et du coup, on suit gag planche par planche l'histoire qu'il a avec ces 4 filles. D'accord. Donc on trouve quand même un peu de tout. Après, donc va y avoir une page, la première page de couverture, donc avec donc ça j'ai déjà fait. Donc on va retrouver quand on ouvre la première page, donc sur la page wrap, du coup ça compte avec la page de couverture, l'intérieur. Donc sur la page wrap, en fait, on va retrouver la semaine de Spirou, donc qui est une petite BD pour présenter un petit peu ce qui va se passer en lien avec le fil rouge, la BD fil rouge par exemple. Donc là, si je prends le Spirou que j'ai sous les yeux, donc c'est Ralph Azam. Donc ouais. c'est mon tout premier numéro, donc qui date du 27 novembre 2013. Donc voilà.
T'as de l'avance sur Alphazam sur nous, en fait, vu que toi tu le lis dans le magazine. Je le lis dans le magazine et du coup, justement, j'allais en parler. Il y a le dernier numéro qui est paru avec dedans les dernières pages du dernier Alphazam. D'accord. Donc ça devrait pas tarder à sortir. Ouais, ça devrait pas tarder. Donc du coup, sur la page, donc on trouve la semaine de Spirou. Après, on retrouve un strip d'Animal Lecter. Donc, je pense que ça, tu dois connaître. Je connais, ouais. C'est de Sergio, c'est de Libon et Sergio Salma. Ouais. Voilà. C'est très très drôle. Ah oui, moi j'aime bien parce que c'est très, ça apporte vraiment un regard sur les libraires du coup, comment ils subissent la crise, comment ils vivent les flots massifs de nouveautés et de BD, de manga et tout, les clients qui sont un peu bizarres. Voilà, c'est un regard très acide sur le monde de la BD du point de vue du libraire. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, exactement. Donc après on va retrouver un sommaire vraiment qui présente du coup toutes les BD ou tous les éléments du magazine. Ensuite on va partir sur ce que moi j'appelais des blocs BD, donc ça va être vraiment là les présentations en plusieurs pages d'une BD, avec une présentation partie making of où le magazine questionne les auteurs. Donc on va poser plusieurs questions, comment t'as vécu le fait d'écrire ce scénario, comment tu récupères tes idées. Il y a une partie maintenant donc vraiment éditoriale qui est poussée où il s'intéresse à une BD, mais c'est une fois dans le magazine où il y en a plusieurs. Non, il y a plusieurs répartis à différents endroits du magazine. Mais là du coup par exemple sur le magazine que j'ai, c'est une partie sur Choc. Et du coup ils ont posé des questions. Donc là c'est une interview à Coleman. Donc je crois que c'est la personne qui est au scénario. Donc du coup, je pourrais pas confirmer. Si, moi je l'ai sous les yeux, scénario Stéphane Coleman, donc c'est ça. Et donc du coup là, il y a vraiment une partie en fait pour parler du making of de la BD. Le bloc de la BD qui fait, on va dire une dizaine de pages selon les types des BD, comment c'est découpé, parce qu'à chaque fois c'est la BD coupée en. Vas-y. Ça c'est les BD. Oui, là tu parles des BD à suivre. Voilà. Là c'est comme ça doit être comme quand je le lisais moi, en fonction des BD, soit ils vont mettre un mois et demi, entre 1 et 2 mois pour la diffuser, soit ils vont étaler sur beaucoup plus longtemps comme ils le faisaient à un moment avec Spirou. Oui, voilà, là on va retrouver des blocs, soit des tomes de BD coupés en 6 parties ou en 11, selon je sais pas quel critère ils choisissent de couper en 6 ou 11 parties, mais j'imagine qu'ils mettent en 11 parties les séries les plus attendues pour que les gens pour fidéliser les gens au magazine. Oui, par exemple sur un des numéros, il y avait en 11 parties La Famille Pirate. Je sais pas si c'est le plus attendu, mais après oui, c'est vrai que si c'est plus pour les enfants, La Famille Pirate, ça peut être un élément déclencheur pour l'acheter. D'accord. Donc en gros, et tu as un bloc comme ça devant chaque BD à suivre ou c'est... Non, que sur vraiment on va dire la première qui va être mise en avant, qui sera un petit peu un fil rouge, et ensuite quand au bout de 3 ou 4 parutions, on change de BD fil rouge et le making of change en même temps. D'accord. Au niveau de la répartition entre les BD à suivre et les gags en une planche, tu en penses quoi, toi? Ça donne quoi? Là, par exemple, sur ce que j'ai 2 blocs de BD à suivre. Une partie rédactionnelle qu'ils ont appelée en direct de la rédac, où ils mélangent plein d'éléments. Et donc après, il y a du Tamara, où c'est en 2 pages. Ouais. Et après, il y a une gag, une planche de Mignon. Donc je trouve ça, c'est quand même assez bien dilué entre les deux, entre les blocs à suivre et une planche. Disons que s'il y a une BD qui te plaît pas au milieu, tu regrettes pas ton achat, quoi. Oui, voilà. Il y a des parties vraiment, ils ont une partie éditoriale qui s'appelle Les Aventures d'un journal, où ils reviennent sur un numéro précédent de Spirou en expliquant le contexte, la couverture, l'arrivée par exemple, là c'est la deuxième naissance de Billy the Cat, où ils expliquent quand est-ce que ça a été paru et pourquoi le contexte, vraiment. D'accord. Donc ça, des fois, j'ai lu la première naissance de Billy the Cat.
Donc là, par contre, moi, c'est les trucs qui m'intéressent pas trop, les éditoriales comme ça. Donc du coup, bah, c'est juste une page que je peux sauter. Voilà, c'est sur 50 pages, il y en a une que je zappe et les autres, bah, je lis. Ouais, c'est plus dédié aux nostalgiques qui veulent revenir sur l'histoire du magazine, en fait. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ok. D'accord. Donc, et la partie ensuite. Alors, moi, je me souviens, il y avait des trucs ça s'appelait la balise à cartoon, une sorte de fourre-tout de strip, de trucs comme ça. Il y avait des sortes de, enfin, ce genre de choses-là. Est-ce qu'on les retrouve encore ou d'autres trucs éditoriaux un peu plus humoristiques Là, si, ouais, justement, il y a une double page, donc ce qu'ils appellent en direct de la rédac, où il y a avoir une partie. On va dire, c'est les bonheurs d'un auteur. En fait, c'est un auteur d'une BD qui est publiée dans le magazine, qui va donner 3 axes culturels, donc musique, BD, livre, cinéma, etc. En donnant vraiment son coup de cœur du moment. Ensuite, on va voir l'abonné de la semaine, où c'est un abonné qui est tiré au sort et qui gagne une BD. Et il y a deux ou trois questions pour savoir pourquoi tu as choisi cette BD et un lien entre le magazine avec sa famille, qui le lit, comment ça se passe, voilà, c'est des gens comme ça. Un élément fil rouge où on revient, donc là c'est Lewis Trondheim qui répond à un petit questionnaire sur Ralph Azam. Un autre élément sur là c'est un collecteur de la semaine, mais ça revient sur soit des séries, soit sur des intégrales qui vont sortir avec vraiment un petit texte et une image. Et après il y a différents strips où il y a les fiches du professeur. Ouais, voilà. Donc ça, il y a encore. J'aime bien. Ouais. Il y a aussi donc là, c'est le 21e siècle et parmi nous. Je sais pas s'il y avait déjà ça à cette époque-là. Ouais. Et après, il y a un petit strip de mix et remix. Ok, oui, il y a toujours. Ouais, ça, c'était des trucs qu'on trouvait dans la balise à cartoon de mon temps. Ouais. Ok. T'as fait un peu le tour ou il y avait d'autres trucs notables Non, là, ils ont aussi lancé un concours dans ce qu'ils appellent le défi Spirou, en fait, où il y a plusieurs dates clés où les lecteurs doivent remplir un défi en lien avec le magazine Spirou. Donc ils ont lancé ça au début de l'année. Le premier défi date du 29 janvier jusqu'au 28 février. Et donc voilà, donc ça dure à peu près à chaque fois un mois pour le défi. D'accord. C'est souvent des défis photos ou voilà des montages, des mises en situation rigolotes avec Spirou ou dans la thématique. Est-ce que ils ont refait? Moi, je sais que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup à l'époque. C'était des événementiels qui duraient sur plusieurs numéros, qui étaient des sortes de une sorte d'animation qu'il y avait dans le magazine. Alors, je donne des exemples de ce que j'ai pu voir. Il y a eu une Covin qui avait racheté le magazine et donc il n'y avait plus que des BD scénarisés par Covin dans un des numéros. Il y avait eu le mystère de la page 13. À chaque fois sur la page 13, il se passait des horreurs. Ça, par contre, là, ouais, en ce moment sur la page 13, ça a été renommé en page 12 bis. Ouais, ça fait longtemps. Ça vient de là, justement. Oui, bah du coup là il y a deux petits bonhommes qui ressemblent à des sphères, pas des sphères mais on va dire des aliments mais humanisés, qui enquêtent justement sur le mystère de la page 13 et il y arrive toujours des trucs un petit peu bizarres. D'accord. Voilà. Donc ils ont mis une sorte de fil rouge humoristique un peu interne au magazine, un peu des animations que tu peux suivre. D'accord. Moi, je sais qu'il y avait une époque aussi, ils avaient une correctrice qui, dès qu'il y avait une faute dans le magazine, leur mettait des blâmes ou je sais pas quoi. Enfin bon. Il s'était vraiment fait plaisir, c'était des choses que j'aimais beaucoup. Il y avait quelques gags très très drôles, dont un épisode entièrement dessiné par Berkovici. Parce qu'il y avait une maladie qui touchait tous les utilisateurs d'encre de Chine, mais Berkovici utilise des feutres. Et donc, il était le seul à pouvoir dessiner le magazine. Il avait dessiné même sur toutes les séries. En parlant de ça, il y a eu un événement vraiment sur un magazine où c'était là la série Mignon, donc du film, je me rappelle plus le titre. Despicable Me. Moi, je suis méchant. Moi, je suis méchant, voilà. Qui avait pris en fait un petit peu le contrôle du magazine et sur les pages en fait, il soulevait une case et on voyait un mignon où il recoloriait toute une case ou des éléments de ce genre de choses. Donc ouais, ça existe encore. Ok. J'ai entendu dire que maintenant les abonnés avaient plein de bonus super cool. T'es un abonné? Je suis un abonné, oui. Et je te confirme, on a des bonus assez sympathiques. Le dernier vraiment que j'ai bien apprécié en date, c'est le poster géant Zombilenium. Ouais, c'est classe. En 4 parties, donc c'est plutôt pas mal. Sinon après, on a des petits papercraft. Ouais. On doit monter nous-mêmes qui sont à l'effigie des héros du magazine.
On a des petites BD vraiment strip de 3 cases sous ce format-là. Et on a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre une BD western de Trondheim qui s'appelle Texas aussi. Oui, et Mathieu Madame qui est sorti en album d'ailleurs. C'est sorti en album, ouais. Et là, c'était vraiment des petites fiches, comme si c'était t'as un journal en fait de l'époque avec vraiment toute la thématique, le papier aussi. C'est pas du papier glacé, c'est vraiment on a l'impression du vieux papier. Ouais, donc il y avait un objet en plus. Ils se font plaisir sur les bonus pour faire des objets éditoriaux qui passent difficilement dans un magazine tiré à plein d'exemplaires, quoi. Oui, voilà. Et ensuite, je crois, sur le site, si on est abonné, il y a aussi pas des promotions, mais des cadeaux en fin d'année si t'es abonné de plus d'un an ou ce genre de choses. Donc il y a quand même une partie pour attirer les abonnés. Ouais, il y a vraiment une offre fidélité qui a été mise en place. Ça n'existait pas de mon temps. Ok. Dernière chose, je pense qu'on va finir là-dessus. Quelles sont les séries en un an de Spirou qui t'ont marqué à Donf? Marqué à Donf, côté bien ou pas allez, forcément les deux. Et passe vite fait les trucs qui t'ont vraiment pas plu. Les trucs, c'est sur certains dessins de Soda Résurrection, j'en ai déjà parlé lors du live et qui m'ont un petit peu chagriné. Ouais, t'étais lecteur de Soda avant? J'en avais eu un des premiers, j'en avais eu un quand j'étais enfant. Ouais. Vraiment, donc ça remonte à un petit peu quand même. Et j'ai pas lu depuis, mais c'est vrai que j'avais l'impression que là, il manquait quand même quelque chose. Je sais pas, moi de ce que j'en ai vu, ça me semble assez fidèle. On sent que Dan commence à amener un petit peu sa touche. Mais je sais que c'est le genre de truc, ça demande un peu de temps pour te démarquer de la personne qui était avant toi, quoi. Voilà. Et puis là, c'est vraiment sur le 3e chapitre, sur 2-3 cases où c'est. Et en plus, dans l'interview, donc la partie making of, juste avant, il disait qu'il y a un moment, il n'arrivait pas à vraiment bien le dessiner, à vraiment s'adapter au personnage. Ouais, mais c'est un peu le problème. Gazzotti avait aussi eu ce problème à un moment, parce qu'il avait repris la série des Mains de Varnan, donc d'un autre auteur qui avait un style qui maintenant est vraiment semble très différent, sauf qu'il a pris l'album en cours de route, donc en plus il a dû se fondre dans son style, et il lui a fallu un peu de temps pour vraiment imposer sa patte derrière. Ok, autre chose? Et sinon, en vraiment bien, c'est Rob. C'est l'histoire d'un petit robot qui est au service d'une personne et en fait on suit au jour le jour leur relation et c'est pareil, c'est très drôle. À un moment, Rob pique le boulot on va dire de son maître. Et petit à petit, en fait, il remplace tout le monde dans l'entreprise parce qu'en fait, il finit ses journées en 1 heure, il donne un coup de main à une autre personne et il finit aussi la journée de travail en 1 heure. Donc au final, il commence à remplacer toutes les personnes de l'entreprise. D'accord. Ça, j'aime vraiment bien. Puis après, c'est en coup de cœur. C'est qu'il y en a quand même un petit peu tellement que en un an, ça passe. Oui. Pourquoi tu t'abonnes à Spirou au début, comme ça? C'est le genre de truc, en général, tu commences quand t'es jeune parce que tes parents t'abonnent et puis tu continues, quoi. Mais comment est-ce qu'on en arrive en étant adulte à d'un coup se dire tiens, je vais m'abonner à Spirou? Parce que j'ai remarqué que ça faisait des BD pas trop chers. Là c'est 2,40 le numéro, donc ça fait en un mois 9,60. Donc ça fait à peu près une BD pour un peu plus de 10 euros. Et là en fait en un mois et demi on a beaucoup plus qu'une BD pour ce prix-là. D'accord. T'es arrivé d'acheter des albums de BD que t'as lu dans Spirou? Pas pour l'instant, mais il y en a qui m'ont fait de l'œil et c'est vrai que je voudrais bien aussi le faire. D'accord. Et tu vas te réabonner? Oui, je me suis déjà réabonné pour un an parce que j'avais une offre de 6 mois et du coup j'ai enchaîné pour un an. D'accord. Ok. Et enfin, Spirou alors, c'est vraiment pour toute la famille ou est-ce qu'il y a des choses pas adaptées aux plus jeunes ou est-ce que tu penses que c'est un journal qui a su évoluer avec le tout public? C'est-à-dire que le tout public d'il y a 10 ans, c'est pas le même tout public que maintenant. Il y a un peu de tout en fait dans les BD. Parce que là, par exemple, sur Soda, c'est quand même assez sombre. Ça parle donc là des événements post 11 septembre. Donc c'est vraiment sombre et tout. Mais après, à côté de ça, il y a des strips de Boulet Bill ou du petit Spirou qui font peut-être plus enfantin. Où il y a des choses, du coup, ça s'adresse vraiment. Il y a une partie, ça va être plus adulte et une partie plus pour les enfants. Ouais, en gros, ça fait plus ce magazine qui prend pas les mômes pour des cons, en leur proposant des choses qu'ils vont aimer, en les ouvrant un peu sur des choses un peu plus matures. Oui, voilà. Et puis après, voilà, comme j'ai dit, il y a des blocs qui font des blocs des parties de BD qui font 2-3 pages
Donc au final, on peut vite les sauter et lire directement, passer par exemple de Soda au Spirou et Fantasio qui est en ce moment. Donc voilà, c'est. Il y a le Spirou en ce moment. Ouais. Le groupe de Sniper Alley. D'accord. Il va falloir que je me remette à ce magazine MC4 quand même. Voilà. Bah merci beaucoup, Azertov. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Sur Twitter principalement. Donc, d'accord. Azertov, AZERT. O2F, donc FF. Et après, je fais aussi un tout petit podcast qui s'appelle Quoi qu'il se passe, qui revient sur des sorties et de l'événementiel. Voilà. D'accord, je mettrai tous les liens sur le site. Eh bien, merci beaucoup. J'espère qu'on te retrouvera très bientôt pour nous parler encore de sujets aussi passionnants. J'espère. Voilà. Allez, à plus, ciao. Salut. Bonsoir et bienvenue dans Charade pour un champion. Votre jeu quotidien où vous pourrez remporter des dictionnaires en répondant à des charades. Aujourd'hui, j'ai 2 fantastiques candidats. J'ai donc Isabeau de Mercourt. Bonjour Isabeau. Bonsoir. Et avec à ses côtés Bernard de la Villardière qui vient défendre les couleurs de sa chaîne. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Donc, première question. Notre charade, c'est une charade en 2. Nous commençons tout de suite avec mon premier. Mon premier est chauve. Un Charles Xavier ? Non, ce n'est pas lui. Vous perdez la main. Il se déplace normalement en fauteuil roulant. Le professeur Xavier. Non, vous venez déjà de la faire. Vous perdez la main. Il aime beaucoup les couteaux. Monsieur Propre ? Non, c'est un peu capillotracté pour un chauve. Nous poursuivons. La main à Bernard. Il est le fondateur de la pensée économique libérale classique qui a défendu la théorie de la double valeur de la monnaie. Ah oui, bien sûr. John Locke, l'acteur dans Lost. Ouais, c'est ça. J'aurais dû penser à celle-là. Bien. Deuxième manche, nous arrivons sur mon second. Mon second est le prénom d'un auteur de BD et d'un réalisateur. Attention, vous allez perdre la main. Le mec de Johan Sfar. Non, ce n'est pas lui. Il est d'origine yougoslave. Tito. Aucun rapport. Il a fait ses débuts avec Pierre Christin. Mézières. On y était presque, mais pas du tout. C'est un auteur réputé pour les ventes records de ses planches originales aux enchères. Louis de Funès ? Non, vous en êtes assez loin, vous perdez la main. Enki Bilal. Bien, nous avons le premier John Locke, le deuxième le prénom de Enki Bilal. La réponse est donc... Mon tout est une superbe BD américaine avec des clés et des serrures. Lock and Key. Merci, vous avez gagné un superbe lot de dictionnaires sur le flamand moderne. Nous espérons vous revoir pour notre prochaine émission. À très bientôt. Ouais. On est vraiment de plus en plus fort sur nos sketchs. Franchement, on assure. Non, en fait, non, je suis pas certain qu'on puisse dire qu'on est fort. En fait, je pense que c'est juste que en fait, on sait pas ce que ça fait comme effet pour les gens qui nous écoutent. Non, puis on n'a plus aucun sens critique. Moi, personnellement, j'ai plus aucune nouvelle de mes parents non plus. Nous allons vous parler de Lock and Key, dont le dernier tome, on va pas dire qu'il vient de sortir parce que ça fait un moment. Ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Alors, on va replacer les choses. Il vient de sortir de la bibliothèque de Pierrick. Voilà. Lock and Key est une série américaine qui a été compilée en 6 tomes chez l'éditeur Milady et qui nous raconte les aventures de la famille Locke. Qui, après le meurtre de leur père, sont venus se réfugier avec leur mère dans la ville de Lovecraft, une ville côtière au nom qui annonce bien des choses horrifiques. Nous allons donc suivre les 3 enfants. Tyler, grosse baraque, qui fait un petit côté redneck sur les bords, qui a toujours la casquette de pêcheur de son père, mais le bon américain bien sympa, qui veut que faire le bien, mais qui en fait en prend plein la gueule parce qu'il veut toujours faire le bien et qu'il a trop de respect pour les choses autour de lui, et puis qui est encore bien traumatisé par la mort de son père. On suit aussi Kinsey, sa sœur, qui elle est partie un peu en vrille et se cherche, change de look constamment, essaye de se faire remarquer comme elle peut, mais on sent qu'il y a une vraie détresse en elle. Et le plus jeune, Bud, un peu naïf, un peu sympathique, qui est celui qui se plonge un peu dans son monde d'enfant et de rêve pour essayer de surmonter la douleur de la perte de leur père. À côté de ça, on a leur mère qui tente de se reconstruire comme elle peut. Vous imaginez bien la situation
terrible entre ses enfants, les emmerdes de ses enfants et l'alcool. Et l'alcool, parce qu'elle sombre dans l'alcool, effectivement. Sauf que la demeure familiale dans laquelle ils sont retrouvés, qui est la demeure de Lovecraft, ville où la mère et le père ont grandi, recèle bien des secrets. Il se trouve en effet dans cette maison cachées des clés qui ont des pouvoirs. Sauf que les enfants rapidement libèrent une créature maléfique qui veut récupérer les clés et surtout la clé noire qui lui permettra de faire revenir le mal sur le monde. Je résume à peu près toute cette histoire-là. On suit donc les enfants qui découvrent les clés. Ils habitent dans quelle ville déjà ? Lovecraft. Ah, voilà, On découvre donc les enfants qui récupèrent des clés avec des pouvoirs au fur et à mesure. Et sur les premiers tomes, c'est assez classique. Une clé, un épisode, en gros. Et puis des clés au pouvoir assez drôle, quoi. Il y a la clé qui permet de sortir de son corps. De devenir un esprit éthéré. Il y a la clé qui permet d'ouvrir la tête et d'enlever les mauvaises idées ou au contraire de rajouter des choses que l'on doit savoir. Il y a la clé de Titan. Qui te permet de devenir super grand et fort. Il y a la clé aussi du jeu d'échecs où il y a des monstres qui viennent t'aider. Voilà. Il y a des ombres qui fait apparaître les ombres, etc. Bref, plein d'idées géniales sur les clés. C'est une très bonne trouvaille. Au scénario, nous avons Joe Hill. Joe Hill, vous allez en entendre parler car Alexandre Aja vient d'adapter un de ses romans au cinéma, c'est Horn avec Daniel Radcliffe, roman qui paraît-il est très bien et le film dont la bande-annonce m'a semblé fort intrigante, ça m'a donné envie. Avec James ? Ouais, et Daniel Radcliffe avait l'air plutôt pas mal là-dedans. Bah pareil que l'autre film qu'il avait fait là, il a fait un autre film dans lequel il était assez convaincant. Mais en fait, c'est pas parce que c'est un James Bond que c'est un mauvais acteur. Hein. Daniel Radcliffe. Non, là tu te Ah ouais, Daniel Radcliffe. Là tu confonds avec Craig. Oh vache. Et en plus, le pire c'est que j'ai vu en plus la bande-annonce. Ouais, c'est Harry Potter. Harry Potter, exactement. C'est le mec avec la baguette. La vache. C'est quoi les gars ? Je vais me coucher. Allez, ciao. Tu prends pas un café là, tu prends une tisane s'il te plaît. Allez, donc, ciao les gars. Joey il a une particularité dont il n'abuse pas, c'est qu'il est le fils Daniel Craig. Il n'en revient pas. Daniel Craig, puis physiquement il se ressemble à Block. À Block, attends. Il y en a un qui pèse 90 kilos, l'autre qui en pèse 40. L'autre il en pèsera 90 à la retraite. Mais il en est loin, puis ce sera à cause des buds, hein. Pas à cause d'autre chose. Peut-être plutôt la Guinness, il est anglais quand même. Hein. Oh, bah après il va mal tourner, il va finir aux États-Unis. Hein. Donc Joe Hill, le scénariste, est connu surtout pour son papa, même si il n'a pas pris le nom de son papa. Son papa c'est Stephen King, quelqu'un de très connu, il me semble, dans le domaine du roman d'horreur. Non. Dont on parlera bientôt d'une BD qu'il a contribué aussi. Ça peut être Graham aussi, Graham Hill, son père. Ou Damon. Oui. Dis-moi, ce soir, tu as un souci entre les prénoms et les Grant aussi. Grant Hill marche aussi. Voilà. Bon. Et le dessin est de Gabriel Rodriguez, un auteur au style que j'aime beaucoup, qui me fait penser un peu au style de Steve Dillon, le dessinateur de Preacher et d'autres trucs de Punisher, mais en beaucoup plus dynamique et moins figé. Pour ceux qui connaissent, donc c'est des visages qui sont assez durs, assez carrés, mais il y a un côté vraiment dynamique et un ancrage très sympathique dedans. Moi, j'aime beaucoup. Cette série a l'avantage d'être finie et surtout de. Et puis elle s'est affinée parce qu'au départ on avait des couvertures souples et maintenant à la fin on a des couvertures. Je reviendrai sur l'édition derrière parce que ça fait partie des points qui me chiffonnent. L'écriture en fait est surtout un point moi qui m'a beaucoup plu, c'est que elle se repose pas sur ses acquis. En gros, ils auraient pu faire une clé pas tous les 2 ou 3 épisodes jusqu'à la fin des temps, mais très très vite, on se retrouve, je sais plus sur quel tome, je crois que c'est le 3 ou le 4, à avoir un épisode où par exemple, on a une sorte de passage en accéléré du temps et on les voit qui trouvent 15 clés différentes dedans. Ça va très très vite, il faut inverser l'intrigue de fond. Mais parce qu'en fait, on comprend, je pense surtout pour nous faire vite comprendre que l'essentiel, c'est pas la découverte des clés, c'est qu'il y a autre chose qui se trame derrière. Oui. Et c'est ce autre chose qui est en fait absolument abominable. Absolument abominable. C'est de l'horreur très très dure. Véritable boucherie. Quand on voit les scènes. Ah non, c'est une véritable boucherie. C'est dur. Franchement, il y a des moments. Tu souffres pour les personnages et c'est pas que dans le gore, parce qu'il y a du gore, mais il y a aussi dans le moral, dans le méchant est vraiment terrible. Et c'est amoral ? Pas loin. Ouais. Et vous ne me l'avez pas proposé ? Bah si. Si, mais t'as refusé. C'est vrai. Donc, non, moi une série sur des serrures et des clés, je comprends, j'ai pas envie. Moi je préfère un truc qui me triture, qui me branlifie un petit peu le cerveau, et ça c'est un petit peu léger pour moi. Tu le fais vachement bien.
Bon, c'est le fond de ma pensée, mais je le présente pas comme ça. Donc, c'est vraiment magnifique, c'est superbe. Et on arrive sur enfin, bon, déjà, on arrive à la fin du tome 5, on fait mais comment ils ont pu faire ça? Et puis on se dit le tome 6. Oui, tome 5, à la fin du tome 5, c'est quand même assez, c'est très violent. Et on arrive à la fin du tome 6, on fait comment ils ont pu faire ça aussi? Parce que. Oui, parce que ça se finit surtout. Un petit regret sur la fin, parce que je sentais un peu Je trouve que sur la dernière histoire, on sent ce qu'ils veulent faire. En gros, bon, je spoil pas trop, ils veulent refabriquer une clé. Mais je trouve que ça fait très Deus Ex Machina, genre... si on a des problèmes avec les clés, on a qu'à fabriquer une clé qui va résoudre les problèmes. Ouais, mais c'est un petit peu la même chose que l'anneau dans... C'est ce que j'allais dire, il y a un anneau pour gouverner tout le monde, ouais. Non? Sauf que... il n'y a pas que ça dans la résolution. Ça va un peu plus loin, c'est un peu plus profond. Ça m'a un peu déçu parce que j'ai trop senti venir ce Deus Ex Machina que j'ai trouvé qui était un peu trop gros, quoi. Genre, ils ont trouvé comment faire juste au moment où il fallait parce que c'est très très dur. Enfin... Non, je suis pas vraiment d'accord. Je pense qu'en fait, on arrive au moment où fin de l'histoire et au fur et à mesure, si tu veux, je trouve qu'on est monté en puissance et que nos personnages désormais ont surtout Bud, pas Bud, c'est le petit Tyler a vraiment je trouve qu'il a une vision globale, il a tout vu, il a tout compris. Mais j'allais pas dire les trois enfants parce que Bud reste un gamin, mais Kinsey et Tyler, c'est aussi un récit classique dans le sens récit de passage à l'âge adulte pour ces enfants. Oui, mais justement, c'est que moi je pense qu'ils sont arrivés vraiment où ils ont compris toute l'histoire et les tenants, les aboutissants, quoi. Ils ont compris ce qui avait amené leur père à partir de Lovecraft avant, pourquoi il était parti, pourquoi il voulait pas revenir. Tout leur vécu familial, si tu veux, c'est expliqué d'un coup. En fait, grosso modo, ils étaient chez le psy pendant 5 tomes. Ils ont été chez le psy et en fait, au 6e, ça y est, ils ont enfin trouvé, ils ont mis le doigt sur ce qui en fait clochait dans leur vie, quoi. Oui. Et ça les a totalement transformés. Et c'est pour ça que moi, ça sort pas de nulle part, tu vois, je trouve, parce que ils expliquent justement la résolution par le passé. Effectivement, vu qu'il y a un beau passage de flashback. Grâce à une clé qui leur permet de voir le passé. Un autre truc que je trouve aussi super réussi, c'est le portrait de cette jeunesse, de cette adolescence. Très crédible. Et ça, je pense que c'est un talent familial. Parce que je pense à ça, de Stephen King, qui avait aussi cette approche de la jeunesse. Enfin, ils étaient plus jeunes dans ça, globalement. Mais quelque chose, tu vois, de très crédible sur la jeunesse. Ils te les montrent pas tout beau, tout rose, ou tous des rebelles méchants, etc. Il y a une finesse dans l'écriture de ces jeunes qui sont tous intéressants. Il y a beaucoup de personnages secondaires, parce que ils ont un groupe d'amis, etc. Ils ont tous leur fêlure adolescente. Et on arrive à s'identifier, à les comprendre tous, même ceux qu'on aime le moins. Genre la salope, par exemple. Ouais. Bon, par contre, moi, il y a des trucs qui m'ont dit. Et voilà, et on t'a pas dit. Voilà, n'importe quoi. Mais par contre, il y a des moments où ça m'a un petit peu choqué parce que justement, quand on a au cours des 6 tomes, on a quand même des personnes qui décèdent, qui arrivent pire que la mort aussi. Et ça touche pas grand monde finalement. Ils sont ouais, je suis triste. Ok, pas plus. Non, je suis juste triste. Mais entre chaque tome, il voit la psy et puis c'est tout. Ouais, finalement, on en revient à mon histoire. Donc une très bonne série qui devrait, c'est du conditionnel, je sais pas. En fait, il y avait un projet de série télé, une adaptation télé, qui marcherait très très bien, je trouve. Ça pourrait faire une très très bonne série télé. Il va falloir un petit peu envoyer du scénario quand même, parce que 6 tomes, ça va faire un peu court pour faire une série. Non, tu peux faire plus. Non, je pense, mais ouais, mais il faut faire un peu plus d'épisodes que L'homme qui tombe à pic, c'est fini. Je veux dire, tu fais une série sur 3 saisons, tranquille. Ouais, je vais dire 2-3 saisons, mais il faut pas qu'il dure plus, parce qu'après, sinon, ça va devenir compliqué. Sinon, ils vont devoir se faire les épisodes, la clé de l'épisode, quoi. Tiens, regarde, ils font ça. La clé de l'épisode pendant toute la saison 1. Puis ensuite, ils rajoutent une petite quête comme ça annexe avec style le démon aux yeux jaunes, tu vois. Et après, 3e saison... Ça commence comme de la merde, comme Supernatural. Coucou Berton. Et ça continue en devenant un peu intéressant au fur et à mesure du temps. Non, là, la série est bonne dès le début, je veux dire. Bon. Ouais. Bref, il y avait ce projet d'adaptation. Une clé par saison et puis c'est bon. C'est parce que tu reconnais pas en fait que Supernatural était bon dès le début, c'est pour ça. Non, je le reconnais pas. Mais surtout en VO, pas en VF. En VF, c'est tout pourri. Enfin bon. Voilà. Donc... Moi, dans ma tête, depuis tout à l'heure, j'ai Daniel Radcliffe en tenue de James Bond avec des lunettes et ça me fait kiffer, quoi.
Tu es totalement hors sujet. Non mais sérieusement, en petit slip moulant pour sortir de l'eau. C'est Daniel Radcliffe qui sort de l'océan comme ça. Ah putain, avec ton petit. Daniel, mets ton peignoir. tu vas prendre un coup de soleil, Daniel. Donc voilà, donc c'est très réussi. Il y a une autre série, je crois, de Joe Hill qui a été traduite il y a pas longtemps. Je sais pas si ça vaut Lock and Key, qui pour moi est tellement un chef-d'œuvre que c'est difficile. Au niveau de l'édition, justement, Milady a sorti les 3 premiers tomes dans un format, on va dire, classique à l'époque, c'est-à-dire souple. Et puis ils se sont rendus compte que ils avaient des problèmes Milady d'un point de vue financier, mais ils ont continué à vouloir sortir leur série, et donc ils ont sorti les 3 derniers tomes en format cartonné, beaucoup plus cher. Ça reste assez cher, je trouve, pour le format. Surtout les cartonnés. 42,12. Je crois que le premier était à 15 €, les derniers sont à 25 €. Ouais, c'est combien c'est 24,90 et 14,90. On a pris 10 € quand même pour de la couverture dure. Oui, ça fait cher la couverture. Ça fait dur, oui. Voilà. Alors après, je pense que peut-être que le papier est meilleur, j'en sais rien. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ça fait un peu mal, mais ça les vaut. C'est une excellente série, un très beau cadeau à faire. Je suis pas sûr que les premiers tomes existent encore en couverture souple. Maintenant, ils doivent tous être en cartonné. Et c'est la nouvelle mode depuis qu'Urban s'y est mis de ne faire plus que du comics en cartonné. Donc Lock and Key. Ça fait joli quand même. Une série forcément qu'elle est bien et que je vous recommande. Le nouvel album de Joe Hill en VO, c'est quoi? C'est The Race? Ouais, je crois. En VF. Welcome to Christmas Land, c'est ça? Je sais pas. Je sais qu'il a sorti un nouveau truc, j'ai pas vérifié. D'accord. Voilà. Et donc Daniel Radcliffe a été officiellement choisi pour être le prochain James Bond. Online. J'aurais dû faire une super transition en lançant ce online, un timing parfait, mais ça n'a pas été le cas. Je vais vous parler de Kripke. Ouais, alors, c'est-à-dire que John Kripke, si vous aimez les langues un petit peu pleines de consonnes, c'est fait pour vous. Alors, ça s'écrit Krrpk. Kripke. Je sais pas comment ça se prononce. Kripke, je dis comme le mec de Supernatural. Kripke. Ouais. C'est une bande dessinée de Bill qui est sortie en album chez Shampoing, collection Delcourt, une collection de Delcourt. Bill a eu la bonne idée de mettre pas mal de planches en ligne, c'est-à-dire tout le début de la saison 1 et tout le début de la saison 2. C'est un peu dommage parce qu'il nous manque la fin de la saison 1 pour nous encourager à acheter la BD. Et on va suivre un petit extraterrestre qui arrive sur une grande planète. Qui est dessiné comme un... Ah, j'ai oublié le nom. Les gars de Lusucru. Mais non, les trucs qui changent en cours de vie là. Un axolote. C'est ça, un axolote. Axolote. Voilà, ouais, il a un peu une tête d'axolote. Et qui se retrouve dans la grande ville étranger où tous les gens sont xénophobes, horribles, et sauf qu'il n'a plus un sou, il doit s'héberger. Et on va suivre un peu la vie de ce jeune qui tente de s'insérer et qui va avoir plein d'aventures entre sa proprio qui accepte d'être payé en sexe, ses mœurs sexuelles à lui qui sont très particulières parce qu'il est extraterrestre. Alors on voit jamais les scènes de comment ça marche, mais apparemment il fait des trucs avec ces trucs. On sait pas ce que c'est, mais c'est waouh, ça assure. C'est une série super crue, super trash, malgré un dessin tout mignon, tout plein de couleurs, c'est ça. C'est oui, ils ont l'air tout gentils. Mais c'est d'une cruauté infâme. C'est le nom de l'extraterrestre. S'en prend plein la gueule tout du long. Oui, alors là encore, il faut aimer la consonne. Hein. Voilà, il est naïf, il est gentil, les gens veulent abuser de lui. Il a un meilleur pote, je sais plus comment il s'appelle, qui pense qu'à profiter de lui, lui piquer ses thunes pour se payer à boire et faire la teuf. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai trouvé très très bien. Je vous encourage à lire l'intégrale du début, enfin le début de la saison 1. Puis si vraiment vous accrochez, achetez-le parce que c'est très très cool. Pour peu qu'on aime l'humour acide, l'humour noir. Et puis aussi cette allégorie de l'étranger qui débarque. Par exemple là dans le tome 2, il est dans son boulot et il lui explique que s'il dénonce un de ses collègues, il pourra avoir une promotion, tu vois. Mais son collègue sera viré et tué ou un truc dans le genre. Enfin voilà, donc... Vraiment, Kripke, je sais pas comment on le prononce, Krrpk, c'est très très bien et je vous le recommande. Si vous aimez les consonnes. Hors sujet. 2 hors sujet d'affilée. Et oui. Je vais donc vous parler de AUIU, qui est en fait donc le pendant.
Je vais vous parler de Beats. Grec. Parfois. Je parlais de Beats, qui est une émission qui passe sur Arte. Une émission... Wow. Il y a peut-être des âmes sensibles qui nous écoutent, voire même des mineurs. Pas tout le monde ne peut regarder Arte, parce que Arte, c'est quand même... c'est un peu déjà... C'est ça, tu dis Beats si tu veux, mais tu dis pas Arte. Voilà. Qui dit donc... se dit donc le magazine des cultures geeks. C'est un magazine très intéressant qui va traiter de sujets... Mais alors, comment écris-tu Beats ? Parce que je suis curieux, histoire qu'on rigole 2 secondes sur la prononciation. BITS. Ça va. Voilà. Tu t'en sors bien, petit. Il en faut 8 pour faire un octet. Eh oui. Voilà, c'était juste là. Il faut 8 bits ? Ouais. Pour faire un octet. C'est ça. Donc, il traite de sujets... Et pour faire un kilo-octet, alors, du coup. Ah, putain, il en faut des kilos de boutons. Donc c'est Rafik Toumi qui est rédacteur en chef de cette émission, très sympathique. Donc lui, il a pas mal travaillé sur Mad Movies par exemple. Il est spécialiste de Peter Jackson, Spielberg, Wachowski. Enfin bon, tous les trucs bien tendance. Il a fait des bouquins des bonus sur les DVD de Del Toro. Il a fait des bouquins sur Lucas, Jackson et compagnie. Bref. Jackson Michael pour reprendre Mathieu ? Non, Peter. Non, Jackson Peter. Non, Richardson. Et donc chaque émission s'intéresse à un sujet il est très connu dans le monde des geeks. En général en rapport avec l'actualité sous l'angle culturel et geek. Par exemple, il va Jackson Pollock. Ah, marche aussi. Il va s'intéresser à Gottlieb et ce qu'il a amené à la bande dessinée. Il va s'intéresser aux joueurs et sur le méta-jeu, ce qu'il y a au-delà du jeu, quand le joueur crée ses propres règles. Aux nanars, ce que les nanars ont apporté au cinéma de genre. Le méta-jeu, c'est aussi quand le joueur en fait triche dans le jeu, c'est ça le truc. C'est juste qu'il a un gros ego. Sur les youtubeurs, l'influence des femmes dans les médias geeks. Donc là, il y a une interview de Whedon par exemple. Sur le rétro gaming, sur Star Wars. Tu ne cherches pas, tu trouveras pas de jeu de mots avec Whedon. Sur Star Wars et tous les fans, toute la fan culture autour de Star Wars et. Il y a une fan culture autour de, tout ce que Star Wars. Voilà, les remakes par exemple pour la sortie de Robocop, ils avaient fait un sujet sur les remakes. Les remakes. Bref, il est au fond, il est à fond. Au fond. Pardon, c'est voilà. Plein de sujets très très variés et très intéressants, toujours apportés sur un angle cool, bourré d'extraits de films, de trucs trouvés sur internet qui sont complètement... Enfin moi ça me fait toujours rire parce que c'est souvent des petits détails clins d'œil rigolos, etc. Donc je vous recommande très 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 grandement cette émission, ces épisodes courts. Il y a une première saison. Ça va repasser bientôt. Apparemment il y a une suite de prévue. C'était l'an dernier. Mais du coup les épisodes précédents, on peut les retrouver sur internet ? Oui, tout est disponible sur internet avec de nombreux bonus. Alors l'avantage que tu as, c'est que tu peux déjà trouver toutes les émissions sur internet. Et par exemple, comme ils sont calibrés pour la diffusion sur Arte, des fois il y a des bouts d'interview qui sautent, ils te les mettent à côté. En plus, il y a une sorte de jeu, c'est une sorte de Tetris géant, et quand tu fais une ligne, tu peux débloquer des liens vers des endroits dont des sites dont qui font référence à des choses dont ils parlaient, etc. C'est très bien foutu, le site est vraiment très très bien foutu. Voilà. C'est tous les mercredis. Voilà, je sais pas quand ça va recommencer, en tout cas. C'est tous les mercredis. Voilà, j'espère que ce sera le même horaire. De toute façon, voilà. C'est fini. Voilà. On attend ressasser les mêmes théories. Je crois que c'est l'heure d'aller se coucher pour nous. Nous sommes au bord du gaz. Il n'est que 1h du matin. Thierry va chanter encore pendant 2 heures. Le temps de rentrer chez lui. Le temps de ranger le matériel. Ça va être très très dur pour nous, mais on va s'en sortir. Sur ce, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite de revenir dans 15 jours, enfin un peu plus. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Oui, parce que sinon, j'ai pas de travail, moi. Ouais. N'hésitez pas. Donc sur Facebook, sur partout. Sur iTunes, Facebook, sur Twitter, @onaipier, @oberon 1370. Ça fait longtemps qu'on n'a pas demandé des étoiles sur iTunes. Armement des toboggans, pizza à la porta et bon voyage. Bon voyage à tous. Nous espérons bientôt vous retrouver dans notre vol sur BD Airlines. Au revoir. Oh là là, le lourd. Crève-que Airlines. Que si t'aimes les consoles. Avec des A, ça fait quoi? Aïe Airlines. Que si t'aimes les voyages.